Croyez-vous la suite sur Europe 1 avec vos réactions 01 80 20 39 21. Patrick Legras est avec nous dans ce studio. Vous le connaissez désormais, il est porte-parole de la coordination rurale. Bonjour Monsieur Legras. On ne sait plus ce qui va se passer demain et on se demande même si le président de la République sera présent peut-être au salon de l'agriculture. Parce qu'on a beau être habitué à ces zigzags, c'est vrai que ce qu'il a dit hier, en invitant Soulèvement de la Terre, a de quoi surprendre. Mais avant de vous donner la parole, nous sommes avec Martin Lange, qui est reporter, Martin Lange, pardonnez-moi, qui est reporter à Europe 1 et qui est avec les agriculteurs, je pense. Et vous êtes où, Martin ? Bonjour Pascal, je suis avenue Émile Zola, pas très loin de vous d'ailleurs, des locaux d'Europe 1 dans le 15e arrondissement de Paris. Et je suis avec ce cortège de tracteurs de la coordination rurale, venu d'un petit peu partout en France et qui remonte donc l'avenue Émile Zola, direction les Invalides, à côté des Invalides. C'est là qu'ils se sont donné rendez-vous ce midi pour un grand barbecue à la rencontre des Parisiens, c'est le mot d'ordre. Mais j'imagine effectivement que la rue Émile Zola, qui est une rue très longue, qui part du quai de la Seine et qui va quasiment jusqu'aux Invalides, j'imagine que la circulation est interrompue. Ah oui, tout à fait, je vous confirme, la circulation est interrompue. Il y a un énorme dispositif policier, des dizaines de camions de CRS qui encadrent les tracteurs. Alors il y en a devant, il y en a derrière. Moi je suis un petit peu en avance sur le cortège parce que je me suis éloigné. Vous entendez les klaxons, c'est un petit peu bruyant juste à côté des tracteurs. Donc j'ai pris un petit peu d'avance sur les tracteurs. Mais oui, je vous confirme, la circulation est coupée et il y a un sacré bazar dans cette avenue Émile Zola. Et tout ça se fait d'une manière bon enfant, si j'ose dire ? Oui, très bon enfant. Les Parisiens qui sont évidemment un petit peu surpris de voir des tracteurs en plein cœur de Paris accueillent chaleureusement. Je pense que là, il est possible qu'Anne Hidalgo nous fasse un arrêt cardiaque. Ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais de voir ces tracteurs dans Paris. Là, on n'est plus dans des SUV. On est dans des voitures ou dans des automobiles en dehors de tous les critères. Martin. Oui, tout à fait. Mais les Parisiens sont surpris, mais assez chaleureux avec les agriculteurs. On voit des applaudissements. Là, ils roulent, donc c'est un petit peu compliqué de communiquer. Mais tout à l'heure, au début du cortège, porte de Saint-Cloud, quand ils pouvaient discuter avec eux, on les a entendus vraiment venir les soutenir leur cause et leur mobilisation. On sent qu'il n'y a pas du tout de ras-le-bol du côté des Parisiens. Ils sont vraiment derrière leurs agriculteurs. Et Martin Lange, qui est avec nous sur le terrain, vous pouvez évaluer le cortège, s'il fait 500 mètres, s'il fait 1 kilomètre, s'il est un peu plus long que cela? Il est pas très long, il doit faire, je dirais, 200 à 300 mètres. Il y a une cinquantaine de tracteurs sur 2 voies à peu près, donc vous voyez 25 tracteurs de chaque côté, plus l'écart de CRS à l'avant et à l'arrière, où je dirais qu'il fait 200-300 mètres, mais ça fait quand même une belle partie de l'avenue Émile Zola, alors qu'on va arriver sous le métro aérien, boulevard de Grenelle. Et juste petite anecdote, Pascal, on a traversé la Seine tout à l'heure devant Europe 1 sur le pont Mirabeau, et tous les tracteurs se sont arrêtés pour prendre une petite photo, enfin les agriculteurs se sont arrêtés pour prendre une petite photo de leur tracteur devant la Tour Eiffel, évidemment, un petit souvenir. Écoutez, vous voulez que je dise quelque chose, Martin? Je vous envie d'être sur le terrain, d'avoir. Pourquoi? Parce que c'est une image unique. Je pense que je suis à Paris depuis 1986. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un défilé de tracteurs dans Paris, Monsieur Legras. Non, mais on n'est pas loin. Je pense que c'était en 82 où il y a eu une culture de blé sur les Champs-Élysées dans ces années-là. Si vous regardez dans vos... Alors, je me souviens effectivement de cela. 82 ou 84, j'avais l'impression même que c'était peut-être plus tard, de voir tous les champs comme ça traversés. Je sais plus, mais je sais que c'est dans ces années-là. 89, mais en tout cas, c'était peut-être pas une manifestation. Mais là, non. Martin, c'est vrai que c'est le charme des reporters. Vous vivez un moment qui est unique, et puis... Il y a encore, disons-le, c'est assez bon enfant et c'est sympathique, il faut que ça le reste d'ailleurs, même si sur le fond, les revendications des agriculteurs sont extrêmement importantes. On va en parler avec Monsieur Legras, et notamment avec les propos non pas les propos, mais ce qu'a failli être la décision d'Emmanuel Macron de vouloir parler avec les soulèvements de la terre, qui sont quand même des zadistes et des énergumènes zadistes qui attaquent vos plantations et attaquent vos exploitations. Comme j'ai pu le dire à Romain ce matin, je pense qu'il manquait plus que les Black Blocs, et je pense que la cour était pleine. Je comprends pas, mais ce qui est important, c'est ce que disait ce matin. Il y a 15 jours, on était interdit d'être à Paris. Aujourd'hui, on rentre avec les forces de l'ordre, avec les klaxons. Donc, comme dit le proverbe,
tout vient à point à qui c'est attendre, puisque quel retournement de situation. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres, il y en a déjà eu d'autres. Mais je trouve vraiment dommageable le comportement aujourd'hui de nos responsables politiques où on demande de discuter, d'avancer pendant un mois et ils nous sortent un mélange de je sais pas quoi pour venir sur le ring avec du... Bon, de toute façon, comme on avait dit, on savait comment ça allait se passer. Monsieur Macron aurait été sur un estal et il aurait dit, voilà, posez des questions, c'est une bonne question. Il aurait répondu, une autre question. Et puis voilà, tout le monde serait reparti de son côté. Mais c'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on voulait, c'est trouver une solution au problème du monde agricole. Et ce que vous demandez, j'étais ce matin avec Monsieur Convert, c'est année blanche notamment. En fait, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Faut vous aider dans ce moment difficile. Donc, année blanche avec les emprunts, année blanche avec les cotisations. Simplification, ça va prendre un peu plus de temps. Mais l'année blanche, ça peut être décrété très vite. Alors, l'Élysée a quand même admis ce vendredi, et c'est une dépêche de 12h09, une erreur de communication après avoir évoqué la veille l'invitation de l'association écologiste Les Soulèvements de la Terre à un débat au Salon de l'Agriculture, ce qui a provoqué la colère du syndicat agricole. Les Soulèvements de la Terre n'ont été ni conviés ni contactés. Il s'agit d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. C'est la presse. C'est la faute de la presse. Non mais franchement, moi, alors je peux vous dire que j'ai eu les journalistes, lorsque cette info a été donnée, c'est Thomas Bonnet de CNews qui me l'a dit, de la même manière que vous parliez de Romain tout à l'heure, c'était Romain Desarbes. Thomas Bonnet et tous les journalistes, lorsqu'il y a eu un brief de l'Élysée, ils ont posé 3 fois la question. 3 fois. Est-ce que Soulèvement de la Terre, parce qu'ils étaient étonnés les journalistes, vous êtes sûr que Soulèvement de la Terre est invité? Vous êtes sûr que Soulèvement de la Terre est à donner? Et c'est pas la presse. Et il nous l'a raconté hier soir, Thomas Bonnet, il était à l'antenne sur CNews. Bon, on marque une pause à 12h12 et on en parle ensemble. Et puis on fera peut-être un aller-retour avec Martin Lange, évidemment, quand les tracteurs seront arrivés devant les Invalides, devant le tombeau de Napoléon. A tout de suite. Je vous propose peut-être, avant d'être avec Patrick Legras, d'écouter Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Il était ce matin sur BFM. Je n'irai pas à ce grand débat, je l'ai indiqué hier soir. Ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable pour les gens que je représente. Depuis près d'un mois, en responsabilité toujours, nous avons été échangés avec le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres. J'ai moi-même répondu à l'invitation du président de la République mercredi dernier. L'idée que les agriculteurs puissent exprimer leur colère au président de la République nous paraissait important pour qu'il entende les réalités de la colère profonde qui existe sur le terrain. On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et la manière, encore une fois, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique, c'est autre chose que de la com ou du show. Je voudrais rappeler que ce mouvement, que le gouvernement lui-même a tenté de dissoudre, aujourd'hui lance des cocktails Molotov sur les gendarmes et détruit les biens des agriculteurs. Qui peut imaginer que les conditions du dialogue soient réunies dans ces conditions? Personne de sérieux ne peut l'imaginer. Marc Fesneau, qui est le ministre de l'Agriculture, a reconnu ce matin une erreur. Ça ne m'intéresse pas de dire et de chercher des boucs émissaires. Je considère que c'était une idée. C'est la République, Marc Fesneau, qui a fait cette annonce. Je considère que c'était une invitation qui était inopportune compte tenu du contexte, mais au-delà du contexte, compte tenu de la nature de ce sont les Soulèvements de la Terre. D'ailleurs, c'est pas une organisation, c'est une espèce d'archipel de gens. Un collectif. Dont le modèle d'expression est plutôt le cocktail Molotov. Donc on discute pas avec ces gens-là, c'est très bien ainsi. Donc vous vous désolidarisez de cette idée. Mais je trouve que c'est pas la question de se désolidariser. L'Élysée hier a exprimé le fait qu'il trouvait qu'effectivement ça avait créé trop d'émoi. Et donc je reviens pas là-dessus. Je considère qu'on a besoin de trouver les voies du débat et que les Soulèvements de la Terre ne sont pas ceux qui sont les plus à même non seulement d'avoir un débat apaisé, mais au fond ils veulent pas débattre. Les Soulèvements de la Terre étaient nés en janvier 2021 dans l'ex-ZAD. Le ZAD, c'est-à-dire zone à défendre, l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où le projet d'aéroport a finalement été abandonné. Et vous connaissez le profil de ces militants. C'est des militants radicaux, écolos, violents parfois, énergumènes aussi de temps en temps, énergumènes énervés. Et effectivement, je pense que c'est compliqué de discuter avec eux. Mais au fond, je voudrais pas qu'on parle de cela, parce que tout le monde est d'accord, Patrick Legras, sur les Soulèvements de la Terre, et tout le monde a du mal à comprendre le président Macron. En revanche, je voudrais qu'on parle effectivement de ce que vous réclamez aujourd'hui, et qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas gain de cause?
Je pense, déjà pour dire, je trouve que les propos aussi bien de M. Fesneau et de M. Rousseau on est 100% d'accord avec eux. Je pense que si M. Rousseau avait demandé justement une entrevue, c'est qu'il sent que la base des agriculteurs, l'ensemble des agriculteurs sont insatisfaits de la tournure des événements depuis un mois. Et on craint, quand je dis on, aussi bien nous que je pense d'autres syndicats, craignent qu'il y ait des débordements parce que erreur sur erreur sur erreur. Mais alors c'est ça qu'on comprend Voilà. pas. Depuis un mois, alors il y a des choses, je comprends qu'il faut un peu de temps pour la simplification, ça se fait pas tout de suite. Non, on est d'accord. J'imagine. Bon. On est d'accord. Alors il y a des choses en revanche que les contrôles vont continuer, c'est ce que disait Christian Convers ce matin, mais les contrôles ne seront pas suivis de sanctions, puisque les normes vont changer. La simplification va se mettre en place. Mais alors pourquoi les contrôles continuent-ils ? Mais c'est, à la rigueur qu'il y ait des contrôles, mais en fait, on dirait que chaque mot est pesé. On l'a vu avec les 4% de jachère qui sont devenus 4% d'agroculture, des cultures, je dirais, à base de protéines ou des SIE. C'est-à-dire que il y a une volonté de ne rien accepter de ce que souhaitent les agriculteurs. Alors qu'on se mettrait autour d'une table, c'est ce qu'on avait dit, sur n'importe quel conflit, vous mettez tout le monde, tous les syndicats, tout le monde, on dit voilà, allez, il faut que ce soir ou demain on trouve une solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois alors ? Pourquoi vous avez arrêté ? C'est qu'on vous a promis quand même des choses qui... au niveau des arrêts, on avait donné le Premier ministre... Il y a deux choses. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on avait quand même 90 personnes qui étaient à droite à gauche dans les commissariats. On sentait que ça allait monter. Donc nous, à notre niveau, on a préféré voir l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée pour expliquer le problème. Et puis on savait que de toute façon, la FNSEA avait décidé, enfin elle l'a décidé le lendemain, mais on savait en interne que la décision était d'arrêter. Mais quand je dis toujours, on a décidé d'arrêter au niveau national, mais nous, à notre niveau, au niveau des régions, il n'y avait plus de décision nationale. C'est-à-dire ça a continué, mais au niveau des régions et sous la responsabilité des régions ou des producteurs. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous avait donné un calendrier, où vous vous souvenez, on nous a dit, avant le salon, 90% des problèmes seront réglés. Sauf qu'aujourd'hui, avant le salon, on a 90% de promesses et on n'a toujours rien. L'année blanche, par exemple, est-ce que certains se sont engagés, parce que ça, c'est de la trésorerie. Votre problème numéro 1, c'est la trésorerie. Alors, il y a des problèmes à court terme et des problèmes à long terme. Alors, je vais vous dire ce que je pense, puis je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, sur cette année blanche, qui est un report d'annuité qui ne coûte rien à l'État, je ne vois pas pourquoi, on la supprime. Sur le deuxième point, enfin, on ne veut pas l'appliquer. Sur le deuxième point, sur les aides de trésorerie, je dirais très rapide, ce qui permettrait d'aller au moins jusqu'à la saison prochaine. Il faut quand même relativiser la demande. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on n'avait pas accepté du blé à 100 balles de l'Ukraine, des poulets dégueulasses, parce que je pèse mes mots volontairement, depuis 2 ans, on serait peut-être pas à des prix aussi catastrophiques et des problèmes de trésorerie. Donc aujourd'hui, ils arrivent de où ces poulets que vous appelez dégueulasses ? Du marché européen ou extra-européen ? Avec l'autorisation de l'Ukraine d'importer de l'Ukraine et d'autres pays sans taxe en Europe. Donc c'est comme s'ils étaient européens. Oui, mais c'est des extra-européens. Oui. Mais au même prix que les Européens. Oui, ça j'entends bien. Mais sans normes. Voilà. Sans normes. Et ils arrivent d'où ces poulets qui sont pas bons ? Droite à gauche, je regardais l'autre fois, il y avait un producteur, il a 72 hectares donc 720 000 mètres carrés de poulailler en Ukraine. Vous imaginez ? 720 000, 72 hectares. Et ça, ces poulets, ils arrivent sur le marché français, ils sont vendus où ? Vous savez très bien que la coordination rurale n'est pas très introduite dans les filières. Faut donc demander... c'est grande distribution. Grande distribution, donc, industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que la grande distribution soit éthique d'une certaine manière et refuse d'acheter ces poulets. Et peut-être que les consommateurs ne les achètent pas non plus parce qu'ils sont moins chers. C'est certain que c'est un problème parce que, évidemment, ils sont moins chers. 2, comme j'ai dit, vous pouvez mettre un gendarme derrière chaque supermarché ou derrière chaque industriel, c'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est de sanctionner le produit en apparence. C'est-à-dire, si vous dites ce qu'on n'arrive pas à avoir. Aujourd'hui, un produit qui est transformé en France a le label France. Ça fait des années qu'on le demande. Si demain vous mettez produit ne répondant pas à la norme française, produit dont une partie ne correspond pas, parce qu'aujourd'hui c'est si demain vous mettez ça sur le produit, il n'y a pas besoin de mettre des contrôles. Tout de suite, vous le savez très bien, si les gens se rendent compte que c'est plus français, il y en a qui achèteront, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, la volonté de tromper le consommateur,
il y aura toujours cette possibilité, vous le savez Mais le pertinemment. consommateur, on va pas être hypocrite non plus, il va au moins cher. Donc un poulet, ce poulet-là de l'Ukraine, il est vendu combien, vous le savez, en distribution? Je sais pas. Alors, c'est une question de prix, comme on disait. Parfois, il est congelé depuis des mois, des années. Aujourd'hui, il y a tout un problème sanitaire aujourd'hui. Et ce problème sanitaire, il y en a. Pourquoi on nous dit aujourd'hui que d'un seul coup, on vient de faire des contrôles et on trouve, par exemple, 372 cas de contrôles sur 1000 qui sont scandaleux. Alors, j'ai compris, effectivement, ça c'est pour le libre-échange, voilà. et vous voulez effectivement arrêter, et ça on peut l'entendre. Et puis sur la trésorerie, je répète, cette volonté d'année blanche, ça le gouvernement année peut blanche prendre. pour les prêts, où ça ne coûte rien à qui que ce soit, c'est uniquement une déclaration. Et après, les aides trésorerie, ça a déjà été fait avec Sarkozy. Prochaine, à votre avis, vous pourrez payer l'année prochaine cette année blanche, parce que vous paierez double l'année prochaine. Non. En fait, quand vous avez, je prends l'exemple, il reste 3 ou 4 annuités, une année blanche, au lieu de finir en 2030, par exemple, on décale d'un. D'accord, on décale. Donc non, ça donne vraiment un souffle qui ne coûte pas, qui coûte quasiment rien, aussi bien à l'État qu'à la banque, puisque c'est le producteur, mais ça lui donne du souffle. Bien sûr. Et le souffle est d'autant plus intéressant que le gouvernement a la volonté de changer plusieurs choses. S'il ne change pas grand-chose. Alors ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est tordu, et c'est là où on se méfie, c'est quand on discute, comme il a pris l'engagement, ce qui ne nous dérange pas avec l'Ukraine, d'avoir une visibilité sur 10 ans, comme il a dit, sur la visibilité en France, on a 3 mois, 6 mois, on n'arrive même pas à avoir 5 ans. Parce que si vous supprimez quelque chose là, on est en manifestation, et que vous leur mettez le double en 2025, c'est quoi le gain? Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de lisibilité, aussi bien en France qu'en Europe. Et donc, c'est ça aussi qu'on souhaite, parce que nous faire un cadeau là, et puis nous le supprimer l'année prochaine, vous avez compris, on retombe dans le même travers. Merci beaucoup de ces explications. On marque une pause peut-être et on revient. A tout de suite sur Europe 1, vous écoutez Pascal Pro. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Nous sommes avec François Veillerette, qui est porte-parole de l'association Génération Future. Bonjour François Veillerette. Bonjour. Votre sentiment sur ce salon de l'agriculture qui arrive et peut-être vos demandes. Alors, le salon de l'agriculture, c'est toujours un moment important. On parle beaucoup d'agriculture. Alors, il y avait justement ce grand débat qui est prévu demain, qui a l'air un peu mal parti, puisque la FNSEA a annoncé qu'elle ne serait pas représentée. Je ne suis pas d'ailleurs sûr que la coordination rurale n'ait pas pris une position similaire. Nous, on était invités au débat. On va suivre comment ça évolue, mais un débat sans les principaux syndicats agricoles, ça n'a plus tellement de sens. L'idée, c'est quand même d'avoir un débat apaisé pour pouvoir confronter des visions qui sont sans doute différentes, mais pouvoir un peu s'écouter, pour pouvoir faire évoluer les choses, sortir de ces positions, pour imaginer ensemble l'évolution de l'agriculture dans les années qui viennent. Ça, c'est notre point de vue. Une agriculture qui, à la fois, nourrisse les gens, mais en même temps respecte mieux l'environnement, etc. C'est ça qu'on appelle un débat. Là, ça a l'air un peu tendu pour avoir un débat apaisé, nous semble-t-il. C'est-à-dire que vous êtes sur des positions qui, me semble-t-il, sont souvent radicales et ne sont pas forcément étayées et qui me paraissent idéologiques. Je prends souvent l'exemple du glyphosate. J'imagine que vous êtes contre le glyphosate. Alors, nous, on n'est ni pour ni contre rien, a priori, si vous voulez. On remarque que les agences sanitaires européennes ont un point de vue, que d'autres agences scientifiques, comme par exemple l'Institut national de la recherche médicale publique française, a un point de vue totalement différent, en se basant sur des études très nombreuses. Ils ont fait une revue de 30 années de la littérature scientifique publiée, donc la revue du comité de lecture. Et donc, on est bien obligé d'entendre ces scientifiques, d'ailleurs, qui ont déposé lors de l'enquête publique européenne sur la réhomologation du glyphosate avec des arguments. Manifestement, le glyphosate est autorisé en France et il le sera encore. Et effectivement, vous avez du mal à accepter ces décisions qui sont prises pour souvent des raisons idéologiques. Je le dis. Alors, Monsieur Legras connaît beaucoup mieux. C'est mon analyse. Je connais les mouvements idéologiques et je connais vous savez, les agriculteurs, ils sont au contact du glyphosate tous les jours. Donc, s'ils pensaient pour eux que c'était un danger, ils ne l'utiliseraient pas, évidemment pas. Et on craint que ce soit un danger pour eux, justement. C'est ça qui nous inquiète, parce qu'en lisant la littérature scientifique, et je vous invite à faire de même, mais je l'ai lu parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et manifestement, le consensus sur ce sujet n'existe pas de votre côté, comme vous semblez le dire. Mais Monsieur Legras peut peut-être vous interroger ou échanger avec vous sur ces revendications écologiques. Non mais Génération Future, on met la pression sur l'Europe pour nous supprimer entre
entre autres 5 matières actives fondamentales, dont le fluanicette. Là. Génération Future, c'est essentiellement l'interlocuteur que vous avez auprès de vous, et leur démarche est claire, c'est que si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent, ils menacent de saisir la Cour européenne. Donc on est, comme on dit, dans un système, c'est vrai qu'il parle bien, hein, je le conçois, mais sur le terrain, et en général, c'est des comportements qui sont totalement à l'opposé de la discussion. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, payés en général par d'autres organismes qui mettent une certaine pression pour supprimer les matières actives. Mais après, qu'est-ce que vous appelez les matières actives ? C'est les produits phytopharmaceutiques qui sont indispensables aujourd'hui, comme des désherbants. Par exemple, vous avez le fluanicette qui doit être supprimé, c'est 4 millions d'hectares. C'est-à-dire que demain, vous avez plus ça, et ben vous avez 4 millions, c'est-à-dire c'est 20-25 millions d'hectares de céréales qui vont produire 20, 30, 50% de moins. Donc oui, mais je conçois qu'il ait ses convictions, mais cette conviction va à l'encontre du monde agricole en général. Et on sait très bien que derrière, parfois, ces convictions écologiques, il y a une volonté de décroissance, il ne faut pas être dupe, et on retrouve des gens qui, sur l'échiquier politique, sont placés à l'extrême gauche parce qu'ils veulent un autre mode de vie, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, je ne le conteste pas, mais mon travail à moi, c'est de le décrypter, que parfois, derrière l'écologie, c'est un autre mode de société que certains veulent prôner, Monsieur Veillerette. Et aucune proposition positive. Je ne sais pas comment vous pouvez nous classer à l'extrême gauche, puisqu'on a un mouvement dans lequel il y a des gens qui ont des opinions politiques tout à fait variées. Écoutez, j'ai un peu d'habitude. Les gens de la ZAD, les gens de Soulèvement de la Terre que j'ai vus en œuvre. Non, mais les mouvements écologistes et radicaux, je les classe plutôt à gauche, voire très à gauche, effectivement, parce que. Je ne sais pas si vous permet de dire qu'on est radicaux. Vous savez, tous les auditeurs qui m'entendent, ils ont bien compris parfois que l'écologie est un faux-né, peut-être pas pour vous, hein. Je ne vous accuse pas personnellement, 40 ans, donc mais je vous dis parfois c'est un faux-né pour prôner une autre type de société. Je le sais, là, tout le monde le sait. Dans le cas qu'on évoque, si vous voulez, les matières actives qui sont attaquées par Génération Future au niveau européen, elles le sont parce que nous travaillons avec des scientifiques. Nous avons une toxicologue qui travaille pour nous, spécialisée d'ailleurs dans le réglementaire sur les produits biocides et phytosanitaires. Et donc, ayant analysé les dossiers, on s'aperçoit qu'il y a des matières actives qui sont effectivement mal évaluées, qui ont une dangerosité qui d'après nous, aurait nécessité qu'elles ne soient pas homologuées. Et c'est celle-là qu'on attaque. On n'attaque pas tout et n'importe quoi, mais les dossiers qui nous semblent scientifiquement mal ficelés, avec d'énormes faiblesses qui mettent en danger à la fois l'environnement et la santé, d'ailleurs la santé des utilisateurs en premier, c'est notre droit de les attaquer au niveau européen. On verra bien après ce que disent les tribunaux. Mais on est dans un état de droit, dans un continent de droit, l'Europe, où on peut effectivement contester un certain nombre de décisions pour peu qu'on ait un argumentaire fondé scientifiquement et juridiquement. C'est ce qu'on a fait. J'appelle pas ça être extrême, j'appelle ça simplement exercer un droit de citoyen fondamental dans un état de droit. Mais personne ne vous empêche de le faire, et c'est pourquoi d'ailleurs ce grand débat qui n'a pas lieu au Salon de l'Agriculture, il a lieu à Europe 1 en ce moment, entre Monsieur Veillerette et Monsieur Legras. Vous serez vous-même au Salon de l'Agriculture, Monsieur Veillerette ? J'ai été invité à participer au grand débat. Par principe, nous, on accepte toutes les invitations au débat parce qu'on est pour qu'il y ait un débat, confronter les opinions. Est-ce que vous y serez demain ? Des opinions différentes. Moi, je m'y rendrai si le débat a lieu et a lieu de manière satisfaisante. Oui, mais ça va bon. J'ai l'impression que vous avez un peu peur d'y aller. J'entends dans votre voix comme une sorte de réticence. Moi, je vous pose une question simple. Est-ce que vous y serez ou est-ce que vous n'y serez pas ? Non, mais moi, ma réponse, elle est extrêmement claire. On m'a demandé hier si je voulais participer dans les conditions qui étaient un débat complet. J'ai dit, bien sûr. Parce que ça m'a pas pris longtemps pour répondre. On dit toujours oui. Maintenant, un débat dans lequel il y aurait ni la FNSEA, peut-être pas la coordination rurale et peut-être pas la moitié des autres invités, c'est plus un débat intéressant, si vous voulez. Donc un débat pour débattre avec tout le monde, oui. Un débat tronqué dans un climat délétère comme ça semble être le cas, non. C'est des positions tellement éloignées. Je vais vous dire, c'est des positions tellement éloignées que je vois pas comment vous pouvez trouver un accord. Je vais vous donner un exemple qui montre le contraire, Monsieur Pro. Vous savez, sur la question de l'étiquetage qui a été évoquée là par votre invité à l'instant, on peut être d'accord. Effectivement, nous on est pour une transparence sur l'étiquetage, sur la provenance. Là-dessus, on est d'accord. Oui, mais c'est pas l'essentiel. Sur le revenu agricole, on est aussi d'accord sur beaucoup de choses. Oui, mais avec les agriculteurs. le nerf de la guerre, vous savez bien, c'est les produits. Parce que vous êtes en gros, si je résume, pour aucun produit.
Et la nature, elle doit être domestiquée, parce qu'autrement, si vous ne mettez aucun produit... On est d'abord pour le retrait des produits, effectivement, les plus dangereux, qui ne correspondent pas à des normes de sécurité suffisantes. Et c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de priver les agriculteurs. Mais tout le monde est d'accord travailler. pour cela. Tout le monde est d'accord pour retirer. Mais vous croyez que j'ai envie de prendre des produits et manger des choses? Mais en revanche, il y a des produits qui ne sont peut-être pas dangereux et que vous avez classés dangereux. Et c'est là que la discussion commence. Vous le savez bien. Après ça, et moi, je peux pas juger, parce que je suis pas un expert de ça. Mais le glyphosate, je m'aperçois qu'il y a un consensus pour expliquer que ce produit n'est sans doute pas dangereux pour l'homme. Il n'y a justement pas de consensus. C'est là où je pense, avec tout le respect que Monsieur Legras, est-ce que vous voulez réagir sur le glyphosate? Ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre métier qui sont contre ce qu'on peut utiliser, mais qui ne proposent rien et qui sont par contre beaucoup moins virulents sur les importations ou les groupes qui importent les produits. Et je pense que avant de critiquer ce que l'on fait, ce que l'on essaye de faire, puisque je pense quand même que vous savez que la France est quand même un des pays, si ce n'est le pays qui produit le mieux et que tout le monde en vit. Moi, je dis toujours, donnez-moi votre modèle de production ou le pays qui fait mieux que nous, les producteurs français. Et ça, à chaque fois, il y a un blanc. C'est-à-dire qu'on va tourner. On va attendre. Vous permettez, je pense que vous avez eu assez la parole. Je pense qu'il faut toujours. Non, mais justement, attendez que j'ai fini. Je pense qu'aujourd'hui, de dire que ça va pas, ça c'est à la portée de n'importe qui. Et ça, on le sait, c'est le système français. Je suis pas d'accord et on peut faire mieux. Moi, ce que je vous demande, c'est de donner un modèle d'un autre pays qui travaille mieux que les producteurs français. Et je pense que là, on avancera. Faire un pas, c'est aussi regarder ce qui est bien. Et moi, regarder des modèles. Donnez-moi des modèles de pays qui travaillent mieux qu'en France. Et je pense qu'après, on pourra se mettre autour de la table. Il est 12h40 et vous voulez répondre, Monsieur Veyrette? Ah oui, volontiers, je vous remercie. Oui, non mais on est tout à fait favorable, et là je pense qu'on sera d'accord sur ce point-là, à revoir, à barrer la voie des importations de produits alimentaires, par exemple, qui n'ont pas été produits en respectant les mêmes normes sociales et environnementales qu'en France et en Europe. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord, parce qu'on sait que cette concurrence déloyale est défavorable à la fois pour les professionnels agriculteurs que vous êtes et pour les consommateurs d'alcool. On est d'accord, il n'y a pas d'opposition systématique, ça n'a rien à voir avec ça. Et maintenant, si vous voulez, sur les solutions, parce qu'il s'agit bien de ça, vous avez raison de le pointer, pour produire autrement. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui ont suivi le plan Ecophyto depuis le début. Il y a eu de nombreuses recherches, il y a eu de nombreux travaux de groupes de producteurs, par exemple en grande culture, qui montrent qu'on peut faire avec moins 50% de pesticides. Moi, j'ai même travaillé avec un ingénieur agronome qui a travaillé avec un groupe d'agriculteurs dans le département de l'Eure, qui ont fait du moins 50% au moins de pesticides depuis de nombreuses années, avec des bons résultats économiques. Et c'est ce type de système de production, de techniques qu'il faut répandre et pour lesquelles il faut aider les agriculteurs à pouvoir s'équiper et travailler avec. Il y a des solutions. Merci en tout cas de votre courtoisie, parce que c'est agréable d'échanger avec vous, puisqu'on peut échanger argument contre argument, et puis après l'auditeur se fait son avis, et puis c'est des sujets en demande, en revanche, qui sont difficiles pour le journaliste que je suis, parce qu'il demande une expertise qu'évidemment je n'ai pas. Je ne peux pas juger si un produit est dangereux ou pas. J'écoute les uns et les autres et c'est difficile de se faire une opinion parfois définitive. En tout cas, merci Monsieur Veyrette. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Génération Future. Génération Future, c'est un peu également Olivier Guénec. Oh là là, ça c'est des transitions. Ah non, mais vous incarnez. Mais rien n'est écrit là, dire ça sort de votre cerveau. Quoi. Non, vous incarnez la Génération Future. Oh, je sais pas si je suis plus brillant. Un jour, je serai de l'autre côté du poste. Oh non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Et je vous écouterai en train de faire une émission, j'en suis sûr. J'espère que ça arrivera un jour. Oui. Que vous serez peut-être à la retraite. Je vous le souhaite le plus tard possible, évidemment. Espérons. Et vous m'écouterez comme ça avec ce qui vous restera d'audition. Ah oui, non, c'est magnifique. Oh là là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques personnelles? C'est trop technique pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques personnelles? Mais je vous aime beaucoup. Bon, allez. Bon. Les réseaux ou pas? Comme le chocolat. C'est-à-dire? Vous me dites j'aime beaucoup comme le chocolat. Oh mais non, mais ne dites pas ça. Je vous aime beaucoup plus que le chocolat. Vous faites quoi ce week-end? Parce que vous ne nous parlez plus de vendredi soir, du contact avec les yeux. Bon, ce soir on sait que vous êtes chez Marie-Christine. On sait que vous êtes chez Marie-Christine ce soir. Oui, je vais aller voir Marie-Christine. Vous avez une peine de cœur avec Louise? Mais non, mais pas du tout. N'allez pas là-dessus, mais non.
tenait Louis. Ça réussit, ça. Ah, oui. C'est vrai? Non, mais monsieur Patrick Legras n'est pas là pour ça, C'est difficile, franchement. Elle n'a pas voulu de vous? Bah écoutez, non mais je sais pas du tout ça, je n'ai aucune information, voilà. Non, mais la peine de cœur, c'est avec qui? Mais non, mais c'est une amie, Louise. Louise est une amie. D'accord, la peine de cœur, c'était avec qui? Mais non, mais je peux pas en parler comme ça à l'antenne parce que je peux pas me. Donnez vos messages. Bah non, mais écoutez, vous me demandez de me mettre à nu comme ça tout le temps, je peux pas. Bon, bah allez, les réseaux, c'est parti. Manifestement, elle ne vous l'avait pas demandé. J'étais sûr. Je le connais maintenant. Il faut aller. Allez, les réseaux. Ah, j'en ai marre. Christian nous écrit: je suis horrifié que cette invitation aux éco-terroristes du soulèvement de la Terre ait été proposée. On a Jean-Claude également sur la page, notre grosse page Facebook. J'espère que les agriculteurs ne vont pas tomber dans le piège tendu par Emmanuel Macron. Et on finit avec Bernard. Le président veut enfumer les agriculteurs comme il l'a fait avec les Gilets jaunes. On m'a dit que vous avez écrit une lettre. C'est-à-dire Une lettre à une jeune femme. J'ai écrit une lettre à une jeune femme. Oui, une lettre la régie rigole. Une lettre à une jeune femme et que Beethoven vous avait inspiré dans cette lettre que vous avez écrite. Non mais qu'est-ce que vous me préparez là ?